table connaissance, aussi dans la table évaluation, qui correspondent à l'ID. Et on peut réutiliser ensuite ces clés dans la table évaluation pour récupérer en fait les valeurs sans avoir à remettre les valeurs dans la table évaluation. Donc là, on va par contre connaissance, on n'aura plus cette ligne-là, et on n'a plus la ligne élève non plus, on a juste ID élève et ID connaissance. Et du coup, si on veut voir les noms de la connaissance et les noms de l'élève, on peut faire un join après. On n'a pas fait de table évaluateur. On pensait peut-être en faire une pour stocker les évaluateurs et faire le même principe que pour élèves, mettre une clé primaire et faire une clé étrangère après. Je vois pas trop ce que je peux dire plus. Oui, On a connaissance. rajouté les rangs du coup, ouais, pour l'équipe web, parce que Joseph, c'est toi, il me semble que tu en avais parlé. Oui, comme quoi vous aviez des problèmes avec les rangs. Alors du coup, on a rajouté les rangs pour chaque branche, hein, entre guillemets. Comme ça vous permettra à vous de les utiliser. Ouais. C'était ça que vous vouliez, si je me trompe pas. Ouais. On a fait une liste de nos demandes. Et nous Oui, je l'ai vu un peu trop tard. Des otages si jamais il y a un problème. On n'en est pas encore là, mais bon. Mais on en parlera. Alors, en fait, une remarque pour l'idée de mettre une table des évaluateurs. Pourquoi pas? En réalité, c'est la même chose que des élèves, hein, sauf qu'ils vont avoir un statut différent. Donc, au lieu d'avoir un rang pour les connaissances, il y a peut-être un statut. En fait, on peut faire une table des personnes avec un statut. Leur mettre un statut plutôt que. Oui, c'est vrai. Ce sera plus simple parce qu'en réalité, chaque élève peut être aussi un évaluateur. D'accord. Du coup, oui, on peut faire dans la table élève, on rajoute statut. Élève, chaque élève, ce sera un élève. Et dès qu'on tombera sur vous, ça sera autre chose. Ouais, un statut formateur, par exemple. Voilà, oui. Et on va aussi donner l'accès, peut-être, on ne sait pas, hein, ça dépend de la qualité du site web, ça dépend de pas mal de choses, mais on va peut-être donner des accès à des entrepreneurs. D'accord. Donc on donnera peut-être pas toutes les informations, ils verront peut-être pas tout ce que nous on peut voir. On mettra peut-être des filtres ou des restrictions. Mais on pourrait avoir des gens qui se connectent à la base de données qui soient des recruteurs potentiels, donc des chefs d'entreprise, des chefs d'équipe, voilà, qui viennent voir ce que vous avez fait et qui viennent voir aussi un peu faut voir, hein, on donnera l'accès que si c'est positif, hein, bien sûr. L'accès aux connaissances de voilà. Donc en fait, la table des élèves, du coup, elle peut les ça personnes peut devenir une table personne. Quoi. Ça pourra aussi être des personnes de l'extérieur. Éventuellement, hein, c'est pas voilà, on va voir, mais ça pourrait. Alors, est-ce qu'il y a des champs qui peuvent être nuls? Il y a des champs, en fait tous à part les ID pour l'instant. Oui, ça les ID, ça paraît logique. Mais ouais, c'est juste on a des soucis que je trouve. On a des soucis par rapport au type, en fait, quand on essaie de mettre note nulle, ça bug, et quand on met généralement auto-increment aussi. En fait, on voulait pouvoir que ça incrémente à chaque fois, et en vérifiant, ça nous dit que la requête marche, mais quand on essaye, ça marche pas, en fait. Il faudrait qu'on voit ça après. Mais du coup, à la base, on avait mis une note nulle, c'est juste que ça marchait pas, du coup, on l'a enlevé pour pouvoir faire marcher la base en mode vierge. D'accord. Ah oui, puis votre table, elle est encore créée comme ça Oui, du coup, ouais. Ok. Parce que pour l'instant, il n'y a rien de sauvegardé dans une réelle base ou... Parce que là, je vois que vous faites du create table. Alors ça, c'est le mode vierge. Ah, d'accord. Vous n'avez pas à recréer la table à chaque fois. En fait, tu as un mode rechargement, tu as un mode vierge, tu as un mode fictif sur des données générées aléatoirement. Là, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a créé en mode vierge, du coup, et on l'a rechargé avec l'Excel garde. Ça donc donne... donc le nouveau, enfin relativement nouveau. Ça donne ça. Ok, je vois.
Du coup, c'est pas l'ID du père, là, c'est le nom, la connaissance. Oui, c'est vrai que la colonne elle s'appelle encore ID pair, mais c'est le nom. C'est parce que si vous vous rappelez, on avait fait 2 versions. On Ouais. avait les ID dans une et les autres étaient les noms. Et donc, vous avez choisi de mettre le nom plutôt que l'ID. Pour une question de visibilité, oui. Après, on peut rapidement le changer. On l'a encore le. Ouais, non, il faut voir à l'usage ce qui est le plus pratique. Bah, c'est vrai que je trouvais ça plus sympa d'avoir le nom. On voit plus vite le père en fait que d'avoir l'ID. Donc, moi, ça me va. Moi, je trouve ça plus lisible, effectivement, comme ça. Mais après, peut y avoir des objectifs, des difficultés techniques qui éventuellement pourraient se poser à cause de ça. Donc, faut voir l'avantage. Et c'est sûr qu'en termes d'optimisation, c'est pas le plus efficace. Mais l'optimisation, on verra ça dans un deuxième temps. Ça me paraît pas mal comme ça. Ah oui. Beaucoup mieux même. Ah, vous n'avez pas eu de problème avec les accents parce que je vois que vous aviez des accents dans vos ID, ID pair et tout ça. Au final, on les a enlevés. Ah oui. On a enlevé Mais- l'accent. Parce que je vois là, ici, là, en dans dessous, la base de données et il y a requête SQL. Bah, en Donc, fait, je c'est me suis du dit, ils ont texte. pu gérer ça. C'est du texte, donc ils nous embêtent pas par rapport à ça. Ah d'accord, ça va. Après, il faudra voir à l'usage du coup s'il y a des problèmes qui surviennent. On espère bien que par les temps qui courent, on arrive à mettre des accents dans les bases de données. Ouais. Oui, bah oui. Ah. Il fut un temps où c'était un problème. On espère que, comme on travaille en Python et qu'on travaille pas avec, je sais pas moi, du Java ou même des choses encore plus anciennes, on n'a pas de problème avec ça. C'est les habitudes de devoir faire gaffe aux accents. Oui, non, mais effectivement, dans certains langages, c'est un problème. Des petites questions, petite remarque. En 3, en Python 2, c'était encore un souci, les accents, ça pouvait être un souci. Il y avait des choses pour les gérer, mais voilà. Mais maintenant, en Python 3, c'est vraiment, il y a vraiment plus de problème, en apparence, jusqu'à ce qu'on en ait un, mais en tout cas, il y a pas trop de problème avec les accents. Ok. Je peux faire une remarque? Oui. Oui. Je vous demande juste de faire attention à pas faire de fautes d'orthographe dans les catégories, dans les colonnes des bases de données, parce qu'après les fautes d'orthographe, elles se retrouvent dans le code. Je suis un peu pointilleux là-dessus, mais. Bah, a priori, non. Mais il y en a pas, normalement. Je sais que j'ai vérifié parce Il qu'il me y en avait semble que j'avais quelques-unes. vu une faute d'orthographe pour le groupe, pour les semaines d'avant, et puis ça faisait bizarre, quoi. On avait connaissance avec un seul S, c'était. Non, je crois que ça a c'était été juste réglé. ça. C'est les connaissances allemandes, c'est les connaissances. Non, c'est juste pour que ça soit pas choquant. T'inquiète, on veille. Il vaut mieux. Mais en principe, il peut y avoir des fautes d'orthographe dans la base de données. Bon, c'est pas super, mais en aucun cas, le code doit reprendre du texte, doit reprendre explicitement des données qui sont dans la base de données. Donc le code, voilà, s'il y a des fautes d'orthographe dans la base de données, bon, bah, il y a des fautes d'orthographe, mais ça ne doit pas impacter le code. Oui, bah oui. C'est vraiment important. On doit rien marquer en dur dans la base de données. Non, mais je veux dire, quand on fait les requêtes sur les colonnes, on est obligé de mettre en faute d'orthographe, du coup. Oui, je vois ce que tu veux dire. Oui, non, mais évidemment. Oui, effectivement, c'est embêtant. On peut aller que dans ton sens, Nicolas. Pas de faute d'orthographe. Qu'est-ce qu'il y a? On peut aller que dans ton sens, ne pas faire de faute d'orthographe dans la base. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Ok, donc du coup, tu voulais nous présenter là les différentes. C'est juste, on avait fait la liste des modifications qu'on a eu le temps de faire dans cette petite semaine. Ok. Donc la sauvegarde dans un seul fichier, j'ai oublié. Le mailing que Leroy a fait avec Seb et Nico, que je peux vous montrer. Du coup, dans le mail, on envoie en même temps en pièce jointe le fichier X
XLSX. Décidément, C'est ça. celui-là. Comme ça permet d'avoir à chaque fois une trace au cas où. D'accord. Et Et Maxiapelas, c'est. oui, non, mais c'est un spammer en fait. Et du coup, on est parti sur un try except. Donc, comme ça, s'il trouve pas le fichier, en fait, il va nous envoyer un mail avec un message d'erreur, comme quoi, il y a eu un problème de sauvegarde. Comme ça, on est au courant de tout, en fait. Ok. Et ouais, après ta fonction du coup de Ah oui, de remove. d'écrasement. Ouais. On a préféré mettre l'extension en paramètre, parce que sinon, si on se gourde d'extension, en fait, c'est une fonction assez puissante, donc ça peut supprimer un tas de choses. Un tas de choses vieilles. Voilà. Mais du Là, coup, pour le test, on a fait un jour, hein, parce que c'était un peu le bazar. Donc ouais, mailing, ça j'en ai déjà fait. Manipulation de data, je l'ai mis. Pour pouvoir du coup faire des requêtes via une fonction. Pour insérer des évaluations des élèves. Donc ça, c'est bien. Ça va servir à l'équipe web, c'est ça? Oui. A priori, oui. On espère. Et les modes rechargement et mode vierge que j'ai déjà montré tout à l'heure. Et puis c'est tout, je crois. c'est une bonne idée d'automatiser l'insertion de données, de faire une fonction pour créer ça, je trouve. Ouais, ça évite d'avoir des codes à rallonge derrière. Voilà, de se retaper toutes les Je veux insérer requêtes. ça, je veux insérer ça, je veux insérer ça. Donc là, on a une petite fonction qui le fait. Je vais pouvoir compacter toute la partie. En fait, un des objectifs que vous pouvez avoir quand vous faites un projet, c'est d'encapsuler tout ce qui est requête SQL dans un petit nombre de fonctions. Et après, avoir un code Python qui ne fasse plus de requête SQL, qui fasse simplement appel à cette fonction. Par contre, du coup, je vois dans votre fonction, tous les paramètres sont optionnels. Est-ce que c'est voulu? Parce qu'on pourrait très bien lancer le truc et du coup, sans préciser de base ou quoi, et ça va le faire pointer. Ça va le faire Ouais, pointer. du coup, c'est juste que ça marchera pas, quoi. Mais oui, c'est vrai, il faudrait pas que ça soit optionnel. Enfin, pas pour tous, hein. Et c'est justement, j'ai pas dit que c'était une mauvaise idée. J'ai juste demandé est-ce que c'était voulu, quelle était la solution. Non, en fait, c'est juste on a repris le mode depuis. Alors, c'était le même mode que pour initialisation de données. Je remonte. C'est ici, en fait, on a repris ce modèle-là. D'accord. Oui, parce que là, il y a une valeur par défaut. Ok, mais du coup, vous, là, dans la fonction, il y a. On l'a pas il y a- mise il parce y a que aucune du coup, valeur. on l'appelait depuis le main. Ah non, on Ok. l'appelait pas depuis le main, mais je l'appelais depuis la console, du coup, en mettant mes paramètres. D'accord. Juste pour être sûr que pour tout le monde, ce que je viens de dire, les paramètres optionnels, est-ce que ça parle est-ce qu'il y en a à qui ça ne parle pas? Ouais, non, mais j'espère là. Alexandre, là, j'espère. Je sais pas, je ne sais jamais. Tout là. Après, Alexandre, il fait le gentil, moi, je fais le méchant là. Non, mais là, si. Est-ce qu'il y a des. Non, ok. Tu peux poser la question. Non, les paramètres optionnels, ça va, c'est bon pour tout le monde. J'espère. Pas pour moi. C'est quoi déjà? Bah, voilà, je faisais bien de poser la question. Oui, je pense que c'est pas une question bête. En fait, il y a la def manipulation data, et entre parenthèses, il y a les paramètres, et les paramètres, on leur a donné une valeur. Là, on voit mode égale le mode égale les deux guillemets, et donc ça veut dire qu'on lui donne une valeur par défaut, et par défaut, là, c'est rien. Donc, quand on donne une valeur par défaut à un paramètre, ça veut dire que tu peux ne rien mettre comme valeur lorsque tu appelles la fonction. Ah, Donc, ils sont j'ignorais que optionnels. c'était Donc là, on pourrait très bien, vu qu'il y a un égal à chaque paramètre, on pourrait très bien appeler la fonction sans aucun paramètre, en mettant juste les deux parenthèses. Et du coup, il fera rien. C'est ça. Bah non, du coup, ça plantera en fait. Bah si, parce qu'on appelle les paramètres, du coup, si on met rien de base, il pourra pas insert rien du tout.
Bah non, Après, mais vous il va pouvez essayer de laisser se comme connecter ça. à une base qui n'existe pas. Oui, voilà, Il oui. se oui. connectera à une base qui n'existe pas, il fera une erreur qui risquerait de faire planter le programme. Alors après, ça peut très bien être comme ça, hein, il n'y a pas de souci. Il faut juste prévoir, je pense. Non, non, grosso modo, le nom de la base et le nom de la table, ils doivent pas être optionnels. Voilà. Le mode peut être optionnel, mais faut lui mettre une vraie valeur qui pourrait marcher. Donc, Un mode par défaut, quoi. peut être par exemple insert. Et puis les valeurs, là, ça doit pas être optionnel non plus. Vous devez, voilà. Là, tu peux faire comme ça. Base, tu enlèves. Tu sais, tu enlèves le égal. Comme ça, quand tu appelleras ta fonction, il te dira, et si tu lui as pas proposé de test de base, je veux dire, tu enlèves la valeur. Je mets juste base. Et à l'intérieur d'une fonction comme ça, les paramètres optionnels, ils doivent être mis après les paramètres qui ne sont pas optionnels. C'est mieux. D'accord. Donc le mode insert, il est après. Sinon, ça ne va pas marcher. Il doit être mis en dernier. Base. Donc insert, ouais, je déplace à la fin. Quoi. Hop. Voilà. Parce que quand tu appelles une fonction, tu mets entre parenthèses les paramètres. Et en général, derrière, si tu as besoin, tu mets des paramètres optionnels. Vous avez déjà fait ça sans vous en rendre compte, je pense, plusieurs fois. Donc pareil pour nom de la table, tu mets rien. Et puis pour valeur, tu mets rien non plus parce que ça n'a pas vraiment de valeur par défaut. Et tu as une virgule de trop après base. Effectivement. Ok. Voilà. C'est pour ça que je voulais savoir si c'était voulu ou quoi, mais alors après, ça aurait pu être voulu et que vous auriez prévu. Ok, donc c'est rectifié. Du coup, je vais montrer ça. Donc ça, c'est très bien. C'est pour l'équipe web. Très bien. Est-ce qu'il y avait un point suivant? Non, on a fait le tour des modifications. Montrer le schéma, donc non, a priori. Que l'équipe web peut prendre la main maintenant pour montrer ce qu'elle voudrait, enfin pour dire ce qu'elle voudrait, dire ce qu'elle a listé un petit peu dans les éléments qu'elle voit indispensables. Ok. Tac. C'est parti. Je me permets de prendre la main. J'espère que ça gêne personne. J'ai malheureusement été nommé Scrum Master. Excusez-moi, j'ai malheureusement été nommé Scrum Master de cette équipe, donc je me permets de prendre la main. Je hais les responsabilités, mais on en est là. Donc, je suis donc José Dansimoni pour l'équipe Web 1, Web 2. Et nous venons ici avec nos demandes qui ont intérêt à être remplies. Alors, déjà, j'ai une question assez importante qui est que fondamentalement, dans la séparation des tâches, est-ce que c'est au développement web de faire les requêtes qui obtiennent les informations ou le développement web doit demander à la base de données, pouvez-vous nous faire les requêtes qui correspondent aux informations que nous cherchons? Ça, je ne le sais pas. Bah, ça serait mieux que ce soit l'équipe base de données. Après, il faut seulement que l'équipe de base de données ait des ressources pour le faire. C'est-à-dire qu'elle ne soit pas débordée par ses projets. Ouais. Et, en premier lieu, vous leur demandez. Si vous répondez oui, on peut le faire rapidement, bah, vous le faites. Vous le faites pas et vous attendez la réponse. S'ils n'arrivent pas à le faire suffisamment vite, vous pouvez vous débloquer, le faire aussi, quoi. Bah, je suis vraiment désolé, équipe base de données, parce que ça aurait été intéressant de mettre en commun ça, mais on a malheureusement fait notre propre modification. Donc, on a un système de connexion là qui va faire les requêtes SQL qui permettent de insert into, update et delete. On a utilisé des formats string pour que ce soit un peu plus clair dans le code. Et ça donne ça. Donc, je suis vraiment désolé, on s'est mal organisé. Mais bon, pour en revenir à ce... C'est pas grave. De toute façon, ils avaient vraiment beaucoup de choses à faire. Donc là, c'est ça le truc, c'est que je me dis, je vais pas quand même me pointer dans leur équipe et leur dire salut les gars, on sait que vous êtes occupés, mais est-ce que vous pouvez faire ça pour nous, s'il vous plaît? Ça fait un peu. C'est le but, c'est vraiment le but, c'est-à-dire que les équipes doivent être complémentaires. Donc tu peux tenter. Tu peux te pointer, tu peux leur envoyer un message sur leur fil de discussion, quoi. On ne va pas te chasser. Donc, pour revenir au tout début où le problème est apparu, c'est que, est-ce que tu es en ligne? T'es en ligne. Hop, donc bah hop, Chrome.
C'est que quand on a commencé à faire un formulaire de modification des notes, qui permettrait donc d'insérer, de modifier ou de supprimer une valeur, on s'est rendu compte que ce serait quand même plus sympatoche de pouvoir créer dynamiquement une liste d'élèves, une liste de connaissances et une liste d'évaluateurs. Parce que c'est les 3 éléments importants que le serveur, que la base de données connaît déjà, mais que dans l'instant, on ne connaît pas nécessairement. Donc, on s'est dit, l'équipe web précédente nous avait gentiment sauvé une partie du boulot. Elle avait déjà fait une méthode qui permettait d'imprimer toute la base de données. Donc, on avait l'ancienne base de données, donc on s'est dit, on va travailler avec pour l'instant. Et on avait nos colonnes, nos machins, etc. Et je me suis dit, ce serait cool qu'on ait un moyen de sortir une connaissance individuelle, un élève individuel, un évaluateur individuel, parce que on a ça, quoi. On a besoin de ça. Et on a galéré pendant une petite heure ou deux à essayer de trouver une méthode avant de baisser les bras. Et on s'est dit, ce qu'on va faire, c'est qu'on sélecte tout ça individuellement. Et on le transforme en liste. On sélecte tout ça individuellement dans une data frame. Et on transforme la data frame en liste, etc., 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 pour le transmettre au formulaire HTML. Et à partir de là, donc on transmet le formulaire, on récupère le truc et on fait les fameuses requêtes SQL qui sont ici. Et c'est là qu'on s'est dit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va formuler nos demandes. Et pour formuler nos demandes, on a discuté de ce qu'on avait besoin, puisqu'on a besoin de tout ça, etc. Est-ce que ça va être moche? Donc idéalement, Joseph, tu vois le code que tu viens de nous montrer là, qui serait pas mal. C'est que plutôt que d'écrire la requête comme ça en dur, ce serait que requête, c'est même pas requête SQL dont tu as besoin. Tu as besoin de quoi? Tu as besoin de quoi comme information quand tu fais tout ça? De la part de la base de données? Tu as besoin d'informations, tu n'as pas besoin de faire des requêtes. Parce que là, ce que je vois, là tu fais les requêtes, mais où est-ce que tu récupères le résultat? Le résultat de la requête? Là, le résultat de la requête, ça, c'est une requête de demande d'information. Et ça, c'est un select et l'autre, c'est un insert, c'est ça? Les autres, c'est des inserts. Et ça, c'est les inserts, les updates et les deletes. Okay, ça, c'est le sélecteur. Une fois qu'on a rempli le formulaire, je vais te montrer par l'exemple. Ouais. Alors, hop, ici, nous sommes sur la fontaine. Clac. Donc, hop. On arrive sur modification de données, sauf que j'ai oublié de changer de nom. Donc, j'ai oublié de changer le nom des liens HTML. Modification de données, c'est devenu formulaire de modification. J'ai oublié. Honte, c'est triste. Vous êtes prêts? Ce n'est pas. Donc, on arrive sur la page de modification. On est là. Veuillez sélectionner l'élève, la connaissance, la note et le mode de modification. Donc, tous ces formulaires-là qui correspondent à cette page HTML ici présente que je vais montrer sur Notepad++ parce que c'est plus joli. J'arrive mieux à lire, tout du moins. Ça correspond à ça. Donc, on a un formulaire entier qui demande que chaque champ soit rempli pour éviter, justement, vous en discutez pour la méthode qu'il fallait qu'on ait une base de données, etc. Notre formulaire demande à ce que la personne remplisse les cases. Donc, à la limite, il n'arrivera jamais de votre côté quelque chose qui n'a pas été rempli. Donc, c'est déjà ça prêt. Donc, notre formulaire, là, on va dire si, par exemple, je veux que Leroy, qui est actuellement en base de données, excuse-moi si je me trompe, requête SQL, je trouve que c'était cool ton intervention, je te donne 8. Je veux ajouter une note. La note, c'est aujourd'hui. C'est maintenant par défaut, donc c'est cool. Et on peut pas mettre de note dans le futur parce que voilà. Et malheureusement, je suis pas un évaluateur, mais on va prétendre que c'est Alexandre. Excusez-moi, je me permets de vous appeler. Et si je fais ça, ça va envoyer toutes ces variables-là. Ça a marché. C'est juste que j'ai oublié parce qu'on a changé saisie modification parce qu'on avait fait une autre page qui s'appelait formulaire, graph analyse globale, qui doit fonctionner correctement. Voilà, on l'avait appelé formulaire évaluation de la promo. Et là, on avait saisie modification. Donc, on a standardisé notre nom avec formulaire. Donc, théoriquement, c'est censé nous rediriger vers la modification. Mais si on imprime la base de données, et ça va malheureusement mettre trop longtemps parce qu'il y a beaucoup de lignes, tout en bas, il y aura la note que tu as rajoutée. Et le problème, c'est que puisque la base de données qu'on avait, quand elle était construite, etc., on ne pouvait pas sortir les informations comme on voulait à une bonne vitesse. Et non seulement on ne pouvait pas les sortir à une bonne vitesse, mais les reformer, etc., c'était devenu difficile. Donc on avait fait ça. On a fait c'est pas un logigramme parce que c'est pas un. Si, ça peut être un logigramme en fait. Oui, ça. Je croyais que le logigramme c'était uniquement un algorithme, mais non en fait. C'est un diagramme qui explique la logique de fonctionnement de quelque chose. C'est un logigramme. D'accord. Et donc. On a publié ça, on a fait ça tout à l'heure. Avec Web2, on s'est mis ensemble, on a passé une petite heure, de 10h à 11h,
Et on a publié ça, on dit, de notre point de vue, qui n'est pas nécessairement le bon, puisque nous ne sommes pas l'équipe Bado, nous sommes l'équipe web. On s'est dit, ce serait cool que la base de données existe de cette façon. Qu'on ait une table d'élèves, qu'on ait une table de formateurs, qu'on ait une table de connaissances. Parce que ces 3 trucs-là, pour former les notes, on va en avoir besoin. Parce qu'une note, c'est quoi? C'est juste une note à une date, avec une ID unique d'un élève, une ID unique d'un formateur, une ID unique d'une connaissance. Et on s'était dit, voilà, donc on a fait la partie haute, et on s'était dit, ça, c'est dont on a besoin maintenant. Et après, on se serait dit, ce serait cool d'avoir une page quand même pour l'équipe. Et malheureusement, comme ça a été pointé tout à l'heure, en fait, au fond, ça va peut-être être mieux d'avoir une base de données personne qu'une base de données élève, formateur et équipe. Parce qu'il y aurait des doublons entre ces 2 trucs au moins. On avait dit, plus tard, l'équipe web, il faudrait qu'on fasse un système d'authentification et de compte. Et pour ça, il faudrait que le principe, pourquoi on va avoir des authentifications et un compte, c'est parce qu'on va avoir un... ah oui, j'ai oublié de mettre à jour ça. On va avoir un niveau de droit. Par exemple, les élèves ont le droit de consulter les emails des autres élèves parce qu'ils en ont besoin, on est collègues. Donc on a peut-être besoin de se contacter. Et les formateurs devraient être les seuls à avoir le droit de modifier les notes. Mais le truc, c'est qu'il y a aussi l'équipe. Non, on va pas faire ça. On va pas faire ça, donc. On va pas faire ça, tout le monde va pouvoir se mettre des notes. Mais par contre, dans l'affichage, on va pouvoir sélectionner si on veut voir les affichages des élèves, si on veut voir les notes des élèves, si on veut voir les notes des formateurs, on va pouvoir choisir. C'est-à-dire qu'on va pouvoir donner du poids on va pouvoir dire ce qui m'intéresse, c'est les notes des formateurs, ou ce qui m'intéresse, c'est les notes que c'est donné tout le monde. Voilà, on peut faire de l'auto-évaluation. Ça fait partie du programme. Ok. Donc, ça aussi, c'est pour le coup, ça tombe un peu à l'eau, mais le système de notification, je pense qu'il va quand même rester dans l'état. Oui, le système d'outils. Donc, on aurait besoin uniquement, donc on peut effacer équipe, on peut effacer formateur, parce que ça, de notre point de vue, on en aurait eu besoin, mais en fait, c'est pas nécessaire, c'est important de se rendre compte. L'équipe, on peut l'avoir, on peut rajouter une colonne dans les personnes pour savoir dans quelle équipe elles sont. L'équipe, c'était l'équipe pédagogique parce qu'en fait, il y a par exemple, il y a le directeur, il y a la secrétaire qui font aussi partie de la promo, mais qui ne sont pas des formateurs. Ça, c'est plus le statut des personnes dans la ouais. base. Donc ouais, ça, puisqu'on va supprimer les rôles des bases individuelles, il n'y aura plus besoin. Tu mets ça dans une FAQ. Ouais. Et donc, on pourrait trier comme ça aurait été pratique. Mais on pourra trier par le fait que ce sera une table de personnes avec un rôle. Donc on pourra juste sortir rôle. Parce que dans l'idée, c'est qu'on a rencontré pas mal de problèmes pour essayer de débugger, parce que quand on voulait regarder si on avait correctement rajouté un machin, fallait imprimer 157 000 lignes. Et je sais pas si vous voyez, mais mon PC, il aime pas trop ce qui se passe. J'ai pas une bête de course, mais là, Chrome, il est en train de prendre 2 GHz, quoi. Et pour montrer que je plaisante pas, il est parti. Il faut 2 gigas de RAM pour faire tourner la page. Parce que mais je comprends pas pourquoi il fait autant de lignes, parce que quand on avait fait la base de données, on avait eu ce problème-là, que en fait, à chaque fois qu'on la faisait tourner, il réajoutait les lignes qu'on créait par-dessus, mais de mémoire, on avait résolu le problème, et donc normalement, il devait sortir qu'un maximum de 1000 lignes, je crois, un truc comme ça. Ah oui, je me rappelle Reda et tout ça, ils avaient des problèmes avec ça aussi. Je crois que c'est un problème de la façon dont le code web va initialiser la base de données. C'est peut-être ça, parce que de mémoire, le jeudi ou le vendredi, on avait résolu le problème. Voilà. Et il sortait plus dès qu'on faisait tourner le code, il sortait 800 lignes, puis on le faisait tourner une deuxième fois, il ressortait 700 lignes qu'il ajoutait aux 700 lignes précédentes. Et en fait, en faisant des essais, on s'apercevait qu'on se retrouvait avec 12 000, 15 000 lignes. Et ça, on l'avait résolu, donc je comprends pas pourquoi on l'a encore sur le site. Ouais, à un moment, on avait des millions de lignes. Oui. Donc bon. Donc au final, ça n'aurait pas été à nous de le faire. Mais c'était cool, on l'a appris. Donc, l'équipe développement web a établi, je parle en nom d'équipe, je m'excuse, j'ai peut-être pas le droit de le faire, je sais pas. Mais j'espère que vous vous retrouvez dans mes demandes quand on a galéré pour faire ça. C'est que ça aurait été cool qu'on puisse sortir les élèves, les formateurs et les connaissances individuellement, parce que c'est des variables dont on a vraiment besoin, et que devoir parcourir parce que là, à la limite, de notre côté, on était là à tester une personne par une personne sur le serveur local, mais s'il y a 4 élèves qui se connectent en même temps à essayer de parcourir 112 000 lignes, le serveur, il va exploser.
Niveau Donc, communication entre équipes, je crois que vous êtes. c'est pas super. Il y a pas une restriction ou quoi? Je sais plus, Vincent, dis-moi, tu m'avais parlé, je crois qu'ils avaient juste le droit de communiquer le soir ou c'est tout le temps? Je ne sais plus. Non, mais l'idée, c'est qu'il y ait pas des gens qui se baladent tout le temps entre les Et équipes. voilà, c'est ça. Après, si c'est nécessaire, il faut que. Mais je crois que c'était Reda. Reda, il passe, ce qui est bien, hein, c'était bien pour apprendre des choses, mais il passait pas mal de temps à aller d'une équipe à l'autre. Et en fait, faut rester focalisé sur. C'est pas moi. Faut rester focalisé sur votre. C'est pas toi, Reda. C'est pas grave. Non, on veut pas pointer du doigt, Non, t'inquiète. Non, mais c'est vraiment pas grave. C'était même une bonne démarche d'apprentissage. Voilà. Mais par contre, pour le projet, c'était pas super parce que ça faisait que, en allant à droite à gauche, ben, le projet sur lequel il était, il avance. Voilà. Donc l'idée, c'est pas d'aller faire le touriste à droite à gauche pour apprendre des trucs, ce qui peut être bien pour apprendre, mais c'est de rester dans son groupe et de donner sa force de travail à son groupe pour que ça avance le projet. Par contre, c'est évident que si dans votre projet vous avez des besoins, bah, il faut aller voir les autres. Voilà, on est en méthode agile, moi je veux pas mettre des règles qui nous empêchent de travailler, quoi. Ça sert à rien. Mais voilà. Que ce soit redirigé vers la... Voilà. Ici. Qu'on fasse une redirection vers le formulaire parce que, en général, je me suis dit, si on rentre une note, c'est qu'on va rentrer une deuxième. Redirection. Là. Et par contre, ça, pour que ça fasse effet, il faut redémarrer le serveur. Donc là, c'est vrai, règle. Hop, désolé Pierre. Je ne sais pas ce que je fais. Ajouter quand même. Donc là, actuellement, ça écrit dans la base, là. Là, en mode ajouter, ça ajoute. En mode modifier, ça change. Et en mode supprimer, ça supprime. Sachant qu'il n'y a aucune gestion des exceptions si on cherche à supprimer quelque chose qui n'existe pas. Ou si, d'ailleurs, maintenant que j'y pense, un autre problème. Merci. Merci, monsieur. On a un autre problème côté web. Et puisqu'en fait, c'était pas notre boulot, ça tombe bien. Donc, on va vous lancer la patate chaude, équipe Bado. Actuellement, dans l'état des choses, ça, c'est pas acide du tout. C'est pas du tout au standard. Parce que pour regarder, quand on veut effacer une note, on va effacer ce qui correspond à si ça correspond à la connaissance, à l'idée, la date de formulaire, l'évaluateur et la note. Mais on a un problème. Qu'est-ce qui se passe si, au jour d'aujourd'hui, un élève, dans la même connaissance, par la même personne, a reçu 2 notes? Ici, on va supprimer 2 notes, si c'est le cas. Et c'est un cas de figure qu'on n'arrive pas, comment on fait pour gérer les exceptions? Parce que la date, c'est la journée, c'est pas un date time, c'est juste une date. Donc si on a reçu 2 notes de la même personne pour le même élève, du même évaluateur, si on demande à la supprimer, on va en supprimer 2 fois. On va supprimer les 2 parce que ça va correspondre. Alors on devrait établir une règle, une note par jour maximum. D'accord, donc c'est pique-nique, alors c'est l'utilisateur qui gère ça. Et Joseph? Oui. Et aussi, si peut-être que tu l'as déjà identifié le problème, si on modifie quelque chose qui n'existe pas. Bah, il n'y a aucune gestion d'exception. D'accord, ok. Ça tombe bien, je vous ai mis gestion des erreurs dans les nouvelles compétences. Magnifique. On a géré entre triple guillemets. On a décidé que si on avait une erreur 405, l'erreur 405, c'est en fait là maintenant on utilise la méthode POST pour transporter les informations. Ouais. Je suis désolé pour ceux qui ne sont pas dans l'équipe web actuellement, parce que je vais ressortir ça en vitesse. Non, mais juste un point sur ce que vous venez de dire là. Il faut évidemment encadrer toutes les requêtes SQL. Ouais. Faut les encadrer dans des try except. Ouais. Faut pas que le code puisse planter, quoi. Ouais. Parce que là, si on cherche à modifier, d'ailleurs, je crois qu'on va pouvoir le démontrer comme ça. Si je cherche à modifier ça, qu'est-ce qui va se passer? Pouf. Ça a une redirection, mais côté serveur. Ne me dites pas que je suis tombé sur un coup de chance phénoménal et qu'il y avait quelque chose qui existait. C'est pas possible. Statistiquement improbable. Supprimer quelque chose qui définitivement n'existe pas. Waouh, c'est la pire des choses.
Parce que je sais que je fais quelque chose qui est impossible, et pourtant, ça me dit pas que c'est impossible. C'est la pire des choses possibles. Ouais, faut que Donc, ouais, faut que tu gères ça avec des exceptions. voilà. Donc, on va devoir, ouais. Ouais, faut que vous gériez ça tous. Et je vais demander donc, je vais tricher, et équipe Bado, vous me dites si c'est stupide ce que je dis, mais est-ce que pour gérer ça, il faudrait qu'avant que je update quelque chose, je vérifie que ça existe? Ce serait ça l'idée, non? Bah, j'imagine, ouais. Si ça n'existe pas, Si j'en ça vois n'existe pas, tu fais une erreur, quoi. Et pareil pour delete. Parce que ajouter, il n'y a pas d'exception à ajouter. Parce que la seule exception, Ouais, tu fais un try accept. Tu dans le try, t'essayes de le faire. Sinon, ben tu t'envoies une erreur. Ok. Moi, c'est comme ça que je partirais. Après. Tu peux le faire par les deux moyens. Tu peux faire un try except, c'est un peu brutal parce que tu dis, voilà, si jamais tu n'y arrives pas, bah, tant pis, c'est une erreur. Tu peux aussi le faire par la méthode que tu proposais, c'est-à-dire regarder si l'information existe. Et si elle existe, le faire. Dans ce cas-là, t'as plus besoin du try. Plus besoin de l'exception. Ou sinon, si tu veux gérer... Moi, je peux te proposer une autre façon de gérer l'exception. C'est que de tout faire en passant par de demander d'abord demander à l'utilisateur une note à une date. S'il te ressort rien, il peut te proposer de créer. S'il te ressort quelque chose, il peut te proposer de modifier. Ouais. Du coup, la gestion d'exception est gérée par le processus de rentrée des données. Mais ça, c'est encore une autre solution. C'est ça que tu veux, Alexandre? Quand tu rentres sur l'application, quand tu vas saisir une note, tu as envie de saisir la note, tu n'as pas envie de savoir si elle existe ou pas, si? Par exemple, Toi, tes formateurs t'arrivent, tu te dis j'ai une nouvelle note, mais tu es sûr de ton coup. Tu te dis, ah, voilà, aujourd'hui, je vais rentrer une note. Ouais, vu comme ça. Tu es sûr que tu vas avoir une interface qui t'embête en te disant, alors je vais chercher d'abord la note pour la remplir ensuite. Ou alors qu'ils ressortent d'emblée de jeu toutes les notes d'aujourd'hui. Et, comme ça, plus qu'on vient de se connecter, c'est pour ajouter une note d'aujourd'hui. Ouais, en principe, c'est ça. En principe, c'est ça. Tu peux aussi te dire, j'ai fait une erreur avant-hier, tiens, je vais aller modifier ma note. Ouais, voilà. Aussi faire ça. Bon, tu peux dire, j'ai testé tout le monde, c'était injuste. Finalement, celui qui est passé en premier n'était pas si mauvais, je remonte un peu, quoi. Enfin, c'est un cas de figure. Voilà. Ouais, voilà. Alors, tu peux avoir le cas inverse aussi, quoi. Alors après, ça sera à vous tous de voir entre vous qu'est-ce qui est le mieux et tout ça. Parce que comme vous voyez, là, rien que Vincent et moi, on a discuté 5 secondes et on a déjà trouvé plusieurs solutions. Mais, Alexandre, tu dois faire partie du truc aussi, parce que si tu veux, pour l'instant, il y a un principal utilisateur, c'est toi. Eh oui. Non. Donc si c'est pas pratique pour toi, enfin tu verras ça quand ils te feront donner des propositions, mais si c'est pas pratique pour toi, il faut changer il faudra adapter l'interface, quoi. Et j'ai une suggestion. On t'écoute? Vous m'entendez? Est-ce qu'on pourrait pas mettre, ça va peut-être être un peu compliqué et peut-être trop avancé, mais si on veut mettre plusieurs notes à la fois? Ouais, non, pour l'instant, c'est une bonne idée, mais on va, ouais. Bon, tu peux Non, mettre mais je suis méchant parce que ça va donner du travail en plus aux autres si je dis ça. C'est la façon dont je le ferais, c'est dans notre formulaire ici, au lieu d'avoir une note précise. Ah, parce qu'il en faudrait une pour chaque truc. Ok. Ce qu'il faudrait faire, ce serait, je pense, une saisie. Parce que ce serait avec une saisie de notes, il faudrait faire une regular expression qui va sortir les notes individuelles et le faire tant qu'on a des notes dans la liste, mais il faudra aussi faire la même chose pour les différentes matières et que les matières correspondent à la note, etc. Donc, tu peux aussi faire les saisies directement dans un tableau. Les saisies directement dans un tableau et interpréter le tableau. Un tableau de saisie. Par exemple, on pourrait imaginer de faire une proposition de saisir des notes pour un élève pour toutes les matières différentes et donc afficher un tableau de saisie, quoi. Ouais. Et extraire les informations parce que on transforme le tableau en data frame et on le sort et ouais. Si on arrive là, c'est facile.
Mais le truc, c'est arrivé à ce niveau-là. T'as fait le tour, t'as fait le tour, Joseph, là, ou t'as encore Oui, c'est bon. Les demandes de l'équipe web ont été transmises. Voilà. Ok.